Bienvenue, je m'appelle Doina. Je suis infirmière puéricultrice, art-thérapeute et coach familial, mais pas que. Aujourd'hui, je me suis installée dans la jolie forêt de Kuala-Forêt. Je vous propose une balade audio, publiée tous les premiers de chaque mois, que je dédie à l'enfant. L'idée de cette balade est née d'une discussion avec un papa qui m'exprimait son interrogation face aux propos de pédagogues qu'il sent inaccessibles pour la plupart d'entre nous. C'est vrai, pédagogie alternative, bienveillante ou non violente, ça ne parle pas forcément à tout le monde et ça peut même provoquer réticence, culpabilité, peur, sentiment d'impuissance, d'infaisabilité. J'ai le sentiment que ces paradigmes nous éloignent les uns des autres, alors qu'en fin de compte, je crois qu'on a tous à peu près le même objectif, qui est de trouver l'épanouissement dans notre famille et plus largement dans notre société. Alors, comme un musicien, j'aimerais m'amuser à rejouer les mots d'auteur et vous livrer une démystification, mon interprétation. Nous sommes le 1er mai 2021 et j'ai appelé le rendez-vous d'aujourd'hui Coopération versus obéissance. D'après un extrait du livre L'enfant dans la famille de Maria Montessori. On ne présente plus cette autrice, mais en quelques mots, je dirais qu'elle place l'enfant au centre de son éducation. En fait, elle nous demande de retrouver une certaine humilité pour voir l'enfant dans son individualité avec toutes les compétences qu'il possède déjà. Elle nous suggère de mettre à sa disposition un espace préparé pour l'aider à y travailler et à grandir pendant ce que Maria Montessori appelle les périodes sensibles. Des phases pendant lesquelles l'enfant portera plus d'intérêt, par exemple, pour l'ordre, l'acquisition du langage, la motricité fine. Ce livre rassemble une série de conférences données par Madame Montessori en 1923, il y a presque un siècle. J'ai choisi de vous lire l'extrait qui va suivre parce qu'il aura suscité pas mal de débats dans mon entourage pour comprendre l'action d'obéissance qu'on pourrait attendre de l'enfant. C'est vrai, on est aujourd'hui nombreux à espérer que nos enfants obéissent. Par exemple, qu'ils laissent ce jeu à la maison ou qu'ils viennent vite changer sa couche, qu'il mette ses chaussures, ce manteau, ou pas un autre. Et tout ça avec la difficulté de concilier respect et autorité. Maria Montessori nous invite justement à réfléchir sur une notion fondamentale pour y arriver. Vous trouverez le support écrit dans la rubrique Les rendez-vous avec Doina sur le site Family Time Factory. L'auteur dit: Celui qui ne sait pas se tenir en équilibre n'ose ni marcher, ni même bouger les bras, de peur de tomber. Il n'avancera qu'en titubant. Mais si par la suite il apprend à se tenir en équilibre, il courra, sautera et tournera à droite et à gauche. Cela vaut aussi pour la vie psychique. Comment celui qui est incapable de se soumettre à sa propre volonté peut-il obéir à celle des autres? Pour comprendre les propos de Maria Montessori, je suis allée chercher la définition du mot obéir. Tenez-vous prêts, obéir signifie se soumettre, se conformer, se plier. Je pense qu'à cette conférence, donnée à Bruxelles il y a quasi 100 ans, Maria Montessori a employé ces mots forts pour attirer l'attention de son auditoire et introduire sa vision de l'enfant. Je reprends le texte. L'obéissance n'est qu'une sorte d'adresse de l'esprit dont le présupposé nécessaire est l'équilibre intérieur et constitue aussi la meilleure condition préalable à ce que l'on appelle l'adaptation à l'environnement.
Je suspends la citation. Maria Montessori sous-entend l'importance de se connaître ses besoins, ses limites. À travers ce qui suit, je crois qu'elle essaie de nous faire comprendre qu'il ne s'agirait donc pas d'attendre l'obéissance de l'enfant, mais sa coopération en intégrant ses besoins fondamentaux. Il me semble que l'auteur voudrait alors nous rappeler que pour obtenir la coopération de l'enfant et donc atteindre nos objectifs en tant qu'adultes, nous allons devoir user d'observation, d'écoute et de communication. Je cite. Même un jardinier nous dira qu'une culture forcée ne peut qu'affaiblir la plante. Il s'agit donc de donner à l'enfant la possibilité de se développer tranquillement selon les lois de sa nature. De cette manière, il va se fortifier et une fois fort, il fera bien plus que nous n'osions espérer de lui. Fin de citation. Vous suivez toujours ? La métaphore à la nature me donne envie d'évoquer la permaculture. Permaculture humaine. Et oui, ce mot à la mode n'existe pas que dans nos jardins. La culture permanente de l'humain. Kezako, comme dirait l'autre. Je répondrai veiller au développement harmonieux de l'humain au sein de son environnement. Bon, d'accord. Et l'enfant ? On en fait quoi dans tout ça ? Alors, attention. Tout ce charabia ne veut pas dire que l'enfant ne cherche pas l'autorité, le cadre, la limite, les règles. Bien au contraire. Il en a besoin. Nous, adultes, sommes son jardinier, son tuteur, pour rester dans le champ lexical de la nature. Alors, telle une plante, l'enfant a donc besoin de suivre ses propres lois pour travailler à grandir au sein des lois de l'adulte, qui lui travaille à son propre épanouissement et celui de son entourage, son enfant en l'occurrence. Concrètement, ça donne quoi ? Obéis mon enfant et tu comprendras, ou comprends mon enfant et tu obéiras ? C'est vrai. La négociation est souvent nécessaire pour répondre à nos attentes. Le temps qu'il accepte de laisser ce jeu à la maison, le temps qu'il vienne changer sa couche, le temps qu'il mette ses chaussures, ce manteau et pas un autre. Mais la négociation n'inclut-elle pas l'échange de points de vue dans le but de parvenir à un accord commun ? Alors, mettons-nous au niveau de l'enfant. Tiens, c'est vrai ça d'ailleurs. Règle numéro 1, me positionner à son niveau. Cœur à cœur, nous disent certains, entre quatre yeux, en tout cas, pour attirer son attention. Règle numéro 2, observation, écoute. M'assurer donc que j'ai répondu à ses besoins. Pourquoi il ne coopère pas ? A-t-il faim ? Froid ? Besoin d'affection ? De temps de bouger ? Est-il fatigué ? Antoine de Saint-Exupéry nous dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On l'a tous expérimenté, je pense, dans une situation donnée, ça nous aide de faire un pas en arrière pour voir et comprendre la réaction de l'autre. C'est grâce à cette distance que nos yeux recevront cette scène de l'enfant avec un peu plus de neutralité. Notre cœur, lui, est mis à rude épreuve pour accueillir les remises en cause de notre autorité, du cadre et des règles qui se mettent en place dans notre environnement. Parce que les négociations sont inévitables tout au long de notre parcours, petits ou grands, et qu'elles participent au processus de socialisation. Le cœur, l'enfant, autant, voire plus que nous tous, a besoin de tester, comprendre et intégrer les limites. Mais pour pouvoir le faire, il doit sentir qu'il est considéré
écouter et respecter. Tout ça pour éviter de remettre en cause la relation qui existe entre nous. Sécurité affective. En fait, dans cette relation, même dans les relations les plus rudes, négociation, l'enfant est un acteur, un partenaire à l'élaboration des règles de vie de sa famille et de la société. J'imagine que vous l'aurez senti, j'aime bien me prêter au jeu de confusion entre l'enfant et l'adulte et me perdre dans le prisme de l'enfant. Mais plus communément, j'imagine souvent que face à moi, c'est une grande personne qui se tient, de pied ferme, égal à égal. Règle numéro 3, communication. Il me semble que la communication s'organise de deux manières, verbale et non verbale. Verbale, les mots les plus justes pour échanger avec vos enfants ne seront pas les miens, mais les vôtres. Lors de ces discussions, il faudra seulement veiller à ne pas remettre en cause l'amour que vous portez les uns pour les autres. Et, bien sûr, veillez à ce qu'ils vous comprennent. Selon son âge, l'enfant mettra son temps à conceptualiser ce qu'on va lui demander. Par exemple, il a du mal à comprendre les interdictions. Vous avez remarqué que quand il commence à parler, il dit pas ou non après l'objet ou le verbe. Caillou, bouche, pas ou caillou, bouche, non. La syntaxe française, pour compliquer notre affaire, nous demande de placer l'adverbe de négation devant le verbe. Mais l'enfant, quand il entend la phrase « ne mets pas ce caillou dans ta bouche », comprend caillou et bouche en premier, puis seulement pas ou non. En plus, il a du mal à retenir plusieurs informations en même temps. Alors, il aura retenu d'abord caillou, puis bouche, puis plus tard, et certainement trop tard, pas ou non, puisqu'entre-temps, il aura mis ce satané caillou dans sa bouche. Il faudra donc donner une consigne plutôt qu'une interdiction. Le caillou reste par terre, ou ce caillou reste dans ta main, ou sors ce caillou de ta bouche. Le mot stop aussi va interpeller l'enfant dans son élan et par définition l'interrompre dans son action pour recevoir notre consigne. Communication non verbale. À son niveau, cœur à cœur, entre quatre yeux. On entend souvent la phrase de Michel Bourdeau « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». J'avoue, j'ai du mal à toujours la respecter. Mais quand cet enfant, dressé là, devant moi, comme une statue, refuse de me donner ce caillou, j'essaie d'user de patience et de compréhension, le temps que ses petits doigts se désolidarisent. Le temps de l'enfant, le temps de l'adulte, l'écoute. La conscience temporelle de l'enfant est disproportionnée par rapport à celle de l'adulte. D'ailleurs, même entre adultes, la notion de temps n'est pas toujours la même. 5 minutes pour l'un équivaut à 15 minutes pour l'autre. Bref, l'enfant, donc, a besoin de son temps pour comprendre la consigne. Curieusement, il lui arrive encore de mettre un caillou dans sa bouche. Et en plus, il nous regarde avec un petit sourire dans le coin de la bouche. En fait, il compte sur nous pour lui répéter la règle. Vous vous rappelez de l'image de la plante et de son tuteur ? L'enfant n'est pas défiant. En fonction de son âge, il a du mal à se répéter la règle. D'ailleurs, je lutte souvent contre moi-même
à ne pas craquer sur un morceau de chocolat. Pas vous? L'enfant nous regarde donc avec un petit sourire dans le coin de la bouche, pour nous dire « T'as vu? J'ai compris !» ou « Tu peux me répéter la règle pour voir si c'est toujours la même ?» Il a donc du mal à inhiber son geste. Et en plus, comme il est en train d'expérimenter ses nouvelles capacités, il aura envie de faire ce geste qui lui est interdit, pour intégrer le lien de cause à effet et comprendre la règle. Pour que la transaction soit réussie, sans conflit, je vous suggère de mettre en place des routines. Les enfants, et moi aussi d'ailleurs, ont besoin de prévisibilité et de permanence dans l'organisation de leur environnement. Leur laisser le choix entre deux choses les aidera aussi à être acteurs de la situation. Et s'ils refusent toujours? Posture, observation, écoute, communication, des piliers, notre bouée pour nous sortir, l'enfant et moi, de cette opposition. Tu ne comprends pas aujourd'hui? Tu comprendras demain. En attendant, je te prends et je te sors de cette situation conflictuelle pour nous deux. Confiance. Je vous l'accorde, c'est pas facile tous les jours. Nous aussi, on a nos propres émotions à gérer, indépendamment de celles engendrées par nos enfants. Mais pourquoi ne pas leur dire que là, c'est dur pour nous aussi? L'enfant n'est pas roi. L'adulte non plus d'ailleurs. Je pense que Maria Montessori nous indique qu'à travers ces moments de relation avec ceux qui nous entourent, l'enfant apprend entre autres à communiquer, coopérer, prendre conscience et avoir confiance en lui, mais aussi en l'autre. Connaître ses limites, mais aussi celles des autres, et intégrer les règles de vie. En attendant notre prochain rendez-vous, j'aimerais vous offrir une fleur. En fait, il s'agit d'un diagramme à 3 bulles en corrélation. Vous trouverez l'image dans la rubrique « Les rendez-vous avec Doina » sur le site Family Time Factory. Cette fleur a 3 pétales. L'un est l'enfant, l'autre est l'adulte, le troisième, l'environnement qui nous entoure. L'enfant fait partie de l'environnement. L'adulte fait partie de l'environnement. L'enfant est en relation avec l'adulte. L'adulte est en relation avec l'enfant. L'enfant est dans l'environnement de l'adulte. Et l'adulte est dans l'environnement de l'enfant. Mon objectif tout au long de ce rendez-vous aura été de vous emmener à voyager au cœur de cette fleur, où l'enfant et l'adulte cohabitent dans une aventure conciliée. Je souhaite tout particulièrement offrir cette fleur et remercier Marion de Family Time Factory pour la confiance qu'elle m'aura accordée. Léa, mes proches, la Radio Nova, Clotilde Dussoulier et l'auteur Sébastien Boller, qui m'auront boosté, motivé à un tournant de ma vie. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cette balade, je serai heureuse de la rallonger avec vous dans notre salon de lecture au rendez-vous avec Doina sur le site Family Time Factory. C'est vous qui en parlerez le mieux. Et vos proches sont bien sûr invités à nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous le 1er juin prochain pour une balade audio qui traitera de ce que j'ai appelé la culpabilité éducative. À l'enfant qui vit, à l'adulte qui réfléchit.